Commencer. Merci d'être venu à cette rencontre auteur-producteur, donc rencontre de la Guilde. On va commencer par une sorte de masterclass, de discussion entre nous, de 1 heure, 1 h 30. Ensuite, juste pour votre information, il y aura une deuxième partie de la soirée qui se situera à l'étage, autour d'un apéro dînatoire. Au-delà des personnes qui sont aujourd'hui présentes sur scène avec moi, il y a un certain nombre de producteurs, vous avez dû voir dans l'invitation, qui ont également été invités, donc je vais les citer. Il y a Logical Pictures, Frédéric Fior et Alexis Perrin, qui seront certainement là soit maintenant ou qui vont arriver plus tard. Mandarin Cinéma, Eric et Nicolas Admayer. Epithète Film, Gilles Legrand et Frédéric Brion. Top Shot Film, Arthur Goisset, Robin Robles, Bastien Daré. Elsevier Film, Marie Masmonteil et Denis Caro. Blue Monday Productions, Sandra de Francesca. Naya Productions, Séverine Latuyère. Nord-Ouest Productions, Philippe Beaufard. Et les films d'ici, Laura Briand. Ils ont tous répondu présents et seront là, donc soit ils sont déjà dans la salle ou seront là tout à l'heure. Je suis plutôt contente de cette rencontre. C'est une idée en fait de Sabrina on a été élue à la Guilde en janvier dernier. Sabrina en fait a tout de suite proposé cette idée qui était de faire venir les producteurs avec qui on aimait travailler à la Guilde, avec qui les scénaristes de cinéma aimaient travailler à la Guilde. Donc tous les producteurs qui sont ici présents en fait ont été sollicités en fait par les membres. On a fait une communication auprès des membres. C'est avec qui aimez-vous travailler? Donc les noms vos noms ont été proposés et en fait l'idée c'est vraiment de partager ensemble et de mettre en lumière entre guillemets, si tant est que ce soit nécessaire, mais les gens avec qui les scénaristes de cinéma à la Guilde aiment travailler. Et donc on s'est dit que la meilleure façon de faire connaissance est de partir des projets, des collaborations, et donc on vous a proposé de venir avec nous et de partager en fait votre expérience autour des films que vous avez pu faire ou vous êtes en train de faire. Donc ce que je vous propose en fait tout simplement, c'est d'une part de commencer par vous présenter les uns les autres et comme un peu pour tous les couples, en fait là c'est couple auteur-producteur, c'est qui est assez rare dans les cinémas parce que c'est souvent on parle du couple auteur-réalisateur, là c'est couple auteur-producteur, de nous dire aussi en même temps que vous présentez comment vous êtes rencontrés. Donc je vous propose de... Non, mais c'est là le producteur. Bonsoir. Donc moi, je suis Clément Miseret, Radar Film. Voilà, c'est une structure qu'on a créée en 2009. Petite spécificité de cette structure, et on va avoir le temps d'en reparler, je pense un peu plus tard, c'est qu'il y a des films effectivement en langue française qui ont été produits et des films en langue anglaise. Voilà, les deux personnes ici présentes à ma droite sont les scénaristes avec qui effectivement on a commencé une collaboration il y a un moment et qui s'est avérée très fructueuse par le biais de Belle et Sébastien. Et ensuite on a continué cette aventure ensemble parce que je pense que, on va avoir le temps aussi d'en parler, mais c'est le lien le plus étroit et le plus important, c'est sans doute celui des scénaristes et du producteur, à mon avis. Voilà, à bientôt. Donc Fabien Soares, je suis scénariste, co-scénariste avec Juliette Salle. On s'est rencontrés il y a, je pense, plus d'une dizaine d'années avec Clément. On a commencé à développer des projets ensemble qui n'ont pas vu le jour. Mais on a très vite accroché. Et quand j'ai commencé à écrire avec Juliette, on est très naturellement venu vers lui avec des envies de projet. Et puis voilà, c'est le début de la collaboration, mais on aura le temps d'en parler. Bonjour, moi je suis Romain Compin, je suis scénariste. J'ai co-scénarisé Divine et c'était la première fois que je travaillais avec Marc. Voilà. Marc Benoît-Créancier, je suis producteur au sein d'Easy Tiger, une société que j'ai créée en 2010. J'ai un parcours assez conséquent en court-métrage, j'en ai produit une vingtaine. Et Divine est donc mon premier long-métrage. Et la rencontre avec Romain, on rentrera plus dans le détail après, mais c'est un moment où on était à la recherche d'un scénariste. C'est un travail de recherche, de lecture, et d'avoir vu Populaire qui m'a mis sur une voie et qui m'a donné l'envie de rencontrer un scénariste dont j'avais beaucoup entendu parler, parce qu'on avait des amis en commun. Donc il y avait l'ombre, le fantôme de Romain qui planait autour de nos
amitiés respectives, mais sans jamais s'être rencontrés. Donc ça a été l'occasion. Voilà. Merci. Bonsoir, Élodie Namer, je suis scénariste principalement de télé et maintenant de cinéma depuis que j'ai rencontré Laetitia. Je suis arrivée, je l'ai rencontrée par ma co-scénariste qui s'appelle Alix Giraud-Delin, qui avait un projet qui était son idée originale, dont elle avait parlé à Karine Viard qui voulait faire le film. Et Karine l'a orientée vers Laetitia et Alix m'a emmenée dans ses bagages. Et voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai écrit celui-là avec Alix et puis après Laetitia avait beaucoup d'autres projets parce qu'elle est très active et donc elle me proposait à chaque fois de m'embarquer et les projets étaient super donc je ne pouvais pas refuser. Donc je me suis retrouvée à travailler en quasi-exclusivité pour elle et c'est un bonheur. Je vous la passe. Bonjour, donc je suis Laetitia Galidjine, ma société s'appelle Chapka Film et effectivement j'ai beaucoup d'écriture avec Élodie. Elle m'a été présentée par Alix et depuis Élodie m'a présenté par exemple Simon Moutaïrou avec qui elle aime travailler, donc c'est aussi un peu dans les deux sens. Je lui ai présenté des réals, elle me présente des scénaristes, enfin, voilà, c'est une interaction créative qui en fonction des projets est tout à fait diversifié et fait qu'on travaille sur des trucs hyper différents et avec à chaque fois des gens un peu différents. Donc, ce qui fait qu'on arrive toutes les deux à s'y retrouver. Voilà. Et alors justement, j'aimerais rebondir sur cette expérience. Je sais que vous avez plusieurs projets donc, en développement et avec à des stades différents. Et quels sont les différents schémas en fait, de travail? C'est-à-dire parfois, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas tout le temps un réalisateur d'entrée. Est-ce que vous pouvez en parler en fait, de ces différentes façons de travailler? Ouais. À quel niveau? Parce qu'en fait, c'est... Bah, en fait, souvent, la particularité en cinéma, c'est d'avoir un auteur-réalisateur. Alors toi, tu as pu réaliser, mais là, tu travailles avec Laetitia en tant que scénariste. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des projets que tu portes, en fait, sans qu'il y ait un réalisateur d'entrée? Comment ça se passe, du coup? Quel est le lien nouveau aussi pour Laetitia de travailler en direct avec un scénariste, peut-être jusqu'à une VDF dialoguer quasiment avant? C'est deux travaux assez différents, en fait. On n'a pas... De toute façon, à l'arrivée, il va y avoir un réalisateur et à l'arrivée, il va falloir que le réalisateur emmène le projet dans son univers. Donc soit il le fait dès le début, soit c'est un peu... En fait, nous, on écrit quasiment de la même manière puisqu'il faut qu'on arrive de toute façon. Soit on a un réalisateur qui est dans la boucle dès le début et il sait ce qu'il veut dire, mais il ne sait pas trop comment le dire, il a des idées, il ne sait pas trop comment les... Enfin, nous, on fait un travail de technique, de maïotique et d'écriture. Quand il n'y a pas de réalisateur, on se fait vraiment plaisir avec le co-auteur, parce qu'en général, on fait ça quand même à deux. Et après, il y a un de la même manière qu'il y a eu un casting de scénariste, il y a un casting de réalisateur pour trouver le réalisateur qui va le plus matcher avec l'ADN d'un projet. Il faut que les univers se rencontrent, en fait, que le réalisateur tombe amoureux du scénario et ait envie de se le réapproprier, ait envie de le tourner. Après, nous, notre travail, ça reste quand même de construire une histoire avec des personnages, un début, un milieu, une fin, et ça reste le même bazar, et ça reste tout aussi douloureux, quoi. Et qu'est-ce qui guide l'artistique, du coup? C'est la prod. Mais de toute façon, même quand il y a un réalisateur, la prod... quand il y a un bon producteur... un mauvais producteur, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Un bon producteur, c'est quelqu'un qui veille à la cohérence artistique d'un projet et parfois, même avec un réalisateur, il y a un manque de cohérence artistique qu'il faut que le producteur arrive à trouver et à réparer. Et avec ou sans réal, en fait, on rencontre quasiment les mêmes problèmes. Laetitia, de ton expérience? Oui, après, il faut un produit. Moi, j'ai beaucoup le goût du développement, j'adore ça. Je suis incapable d'écrire 2 mots, mais j'aime beaucoup rebondir sur ce que les auteurs écrivent. Quand le projet vient de nous, c'est une envie de producteur encore plus forte à la limite, mais bon, tant qu'il n'y a pas de réalisateur, c'est sûr qu'on se sent encore plus responsable de la bonne avancée du développement. Et du coup, c'est très important, comme on a avec Élodie, d'avoir un dialogue à la fois bienveillant, à la fois sans aucune limite et en pouvant tous dire dans un sens comme dans l'autre, et que ce soit que les scénaristes se braquent pas s'ils ont pris une mauvaise direction, qu'on les réoriente, voilà, que ça se fasse en fluidité, en bonne intelligence. Et c'est vrai que après, dans les recherches de réalisateurs qu'on a faites, moi j'aime bien associer les auteurs parce que pour le coup on est seul dans le bateau depuis 1 an ou 2 et je trouve ça évidemment impossible de ne pas les associer à la recherche du réalisateur.
Et j'ai vraiment à cœur que le nouveau réalisateur arrive et embarque les anciens auteurs aussi, même si on en rajoute, ça arrive, enfin bon, toutes les surcouches que vous connaissez bien, mais en essayant vraiment que ceux qui sont là depuis le début soient là jusqu'à la fin, en tout cas que ce soit un regard quotidien ou un peu plus... avec un peu plus de recul, mais en tout cas, quand le projet vient de nous, au départ, l'équipe de départ, j'aime bien essayer que ce soit le... De toute façon, si ça ne matche pas, c'est qu'il y a un problème, soit artistique, soit humain, que ce n'est pas le bon réal. Enfin, voilà, il faut que l'harmonie, il faut qu'elle se trouve tout le long de ce développement. Et après, sur effectivement les duos de scénaristes, moi, j'aime de plus en plus ça. Soit une envie qui vient d'eux, comme c'est le cas avec Elodie, qui a eu envie d'amener quelqu'un que je connaissais pas. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de réal, un scénariste tout seul et un producteur tout seul, je crois que je ne l'ai jamais fait encore. Donc voilà, j'ai l'impression que le ping-pong, de toute façon, plus on est, et plus c'est riche. Plus c'est cher aussi, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Mais voilà, en tout cas, la démarche, moi je suis autant impliquée quand il y a un réal ou quand il n'y en a pas, mais c'est vrai que quand il y a une vision très forte d'un réal, bon, moi en plus je travaille avec Hugo Gélin où on produit ensemble les films qu'il réalise et qu'il coécrit. Donc là, on est vraiment à toutes les strates. Mais bon, comme ça fait 10 ans qu'on fait ça, c'est très fluide. Et donc, Elodie et Simon écrivent un prochain film pour Hugo et avec Hugo. Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde a sa place et tout le monde écoute tout le monde et en bonne intelligence. Et comment ça se passe un casting de réalisateur, du coup ? Ça c'est quand on a un scénario dont on est suffisamment tous contents et après c'est vraiment pareil, on fait lire à des réalisateurs qui réagissent sur le scénario qu'on voit, pour le coup on les voit nous d'abord en tant que producteurs sans les scénaristes pour avoir déjà une première impression et ensuite on les présente et puis en leur conseillant fortement de travailler ensemble de manière imposée, on va dire, délicate mais imposée. Et moi, j'aime bien aussi avoir les retours des scénaristes originaux sur le réalisateur quand ils sont en séance de travail sans nous. Enfin, pour moi, voilà, ça devient un projet commun. C'est pas une coproduction parce que chacun est à son poste, mais quand même, on a une réflexion dans les deux sens et on peut s'en parler, bien. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même configuration que vous avez à Clément, c'est-à-dire que vous misez beaucoup sur le développement et qu'ensuite vous vous tournez vers un réalisateur pour proposer le projet, c'est ça ? En fait, moi je pense qu'il y a des envies de cinéma. Là où nous on s'est rencontrés avec Fabien au départ et ensuite avec Juliette, c'est que justement on est dans un principe d'un certain genre de cinéma qui peut-être s'adapte mieux à ça. C'est-à-dire que je ne connais pas Monsieur Keshish ou ce type de réalisateur, mais je suis pas sûr qu'ils aient envie qu'on écrive à leur place. Il y a le cinéma de genre au sens large que nous on a aimé développer et où j'ai l'impression, comme c'était un tout petit peu nouveau, c'est vrai qu'on en faisait peu en France, finalement les réalisateurs sont plus attentifs aussi aux propositions. Donc je crois que ça c'est déjà un point essentiel en fait dans le principe d'un certain genre de cinéma, de la collaboration avec les scénaristes. Après, comme le disait Laetitia, un réalisateur c'est des idées, on va le chercher, on le convainc, il a envie. C'est quand même très flatteur d'arriver, on vous propose un film, on vous dit ça va se faire avec toi, regarde c'est un sublime scénario, on te fait confiance. Moi je veux bien qu'on m'envoie des scénars tous les jours, hein, donc voilà, donc, ça c'est mon opinion à la base. Non, on a eu plein de cas différents en plus, ne serait-ce que sur la trilogie de Belle et Sébastien. Très vite, sur un petit traitement, on a été chercher un réalisateur parce que Gaumont avait besoin d'être assuré sur la cession de droit, puisque le Belle et Sébastien leur appartenait. Donc on a été chercher Nicolas Vanier, qui a amené son univers visuel, etc. Donc ça les a rassurés. Il est arrivé très tôt, même s'il n'a pas coécrit dans le sens où un réalisateur-auteur pourrait coécrire, mais il a quand même apporté sa patte au scénario. Sur le deuxième, on avait déjà un séquencier et Christian Duguay est arrivé. On avait un handicap qui était oh là là, un 2, qu'est-ce que c'est ça ? Moi ça m'intéresse pas. Il sortait de Japlou, c'était d'ailleurs une idée de Clément qui nous dit voilà, j'ai vu Japlou, moi ça me paraît matché, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on discute avec le type qui nous dit moi, Belle et Sébastien 2.
Ouais, je sais pas trop. Et en fait, ce qui l'a convaincu, c'est qu'on lui a fait lire le séquencier. On avait un gros séquencier et les thématiques qu'il y avait dans le film, etc., lui ont parlé. Et voilà. Et sur le 3, c'est encore un autre cas de figure. On avait écrit dans le scénario que le méchant de l'histoire, on pensait à des gens à quelqu'un comme Clovis Cornillac. Et Clément nous a dit, Clovis Cornillac, est-ce que vous avez vu son film? Et c'est a priori Clovis Cornillac à la réalisation, ça paraissait pas évident. Il avait fait une comédie romantique dans un appartement. Nous, on était en plein hiver avec des tempêtes de neige pas possibles. Donc, voilà. Et pourtant, pareil, Clovis, il est arrivé avec la même crainte. Et c'est vraiment sur l'objet scénario, là en l'occurrence c'était le scénario, mais sur l'objet scénario, synopsis, traitement, que vous arrivez à convaincre le réalisateur, sachant effectivement, comme disait Elodie, qu'après il va essayer d'amener son univers et vous allez devoir aussi un peu vous adapter ou lui adapter son univers au vôtre. Ce qui est une grande richesse, quand même. Enfin, c'est super agréable, moi je trouve, d'écrire un scénario ou d'écrire un traitement ou un séquencier et d'avoir un metteur en scène avec qui travailler et qui tout d'un coup va apporter une vision, des envies, des désirs, voilà, il va vous poser des questions des choses qui vont être quelquefois pas faciles à résoudre, mais c'est évidemment un enrichissement d'avoir ce regard-là, moi je pense fondamentalement. C'est très particulier parce qu'il y a déjà, comme la série Belle et Sébastien, comment le réalisateur, par exemple Clovis, arrive à faire sa place, à imprimer sa patte, à sa plastique. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour lui? Comment ça se passe? Non, en l'occurrence, oui, il y a de la place. Avec Clovis, c'était vraiment une très belle aventure pour nous parce que il a vraiment beaucoup aimé le scénario. Encore une fois, d'emblée, quand son agent lui a dit Belle et Sébastien 3, il a dit oh non, ça m'épuise, je ne veux pas faire ce genre de truc. Puis quand il a lu, il a vraiment adoré, à tel point qu'on a fait une lecture avec lui et les comédiens, et que chaque fois les comédiens essayaient de changer un bout de dialogue ou comme une lecture. Et Clovis, à chaque fois, il disait oui, puis à la fin, il disait non. En fait, non, on va rien changer. Et donc, on est sorti de cette lecture et vraiment, il n'avait pas changé une ligne du scénario. Et en même temps, je pense qu'il se l'est approprié infiniment. C'est-à-dire que par son choix de comédien, par la manière dont il l'a éclairé, par les décors, par tous ses choix artistiques, par la manière dont les comédiens jouent, il en a fait entièrement son film. Et vraiment, et des fois, il nous a montré, pendant la préparation, il nous montrait quelquefois du maquillage, des décors, des choses comme ça. Et Fabien et moi, qui avons écrit le scénario, quand même, on était extrêmement surpris. C'est vrai, on était saisis par ce qu'il nous montrait, parce qu'il y avait des choses qui étaient évidemment ce qu'on avait pu imaginer, et des choses qui n'étaient pas du tout ce qu'on aurait pu imaginer, mais qui étaient sa vision des choses. Et voilà, on n'a pas encore vu le film qui est en montage, mais on est tous très heureux de ce qu'il a fait. Il s'est approprié le film et il a manifestement fait quelque chose de très beau. Après, juste, il y a deux choses qu'on jouait aussi, c'est que dans le scénario, on avait mis une référence qui a parlé tout de suite à Clovis, qui était La Nuit du Chasseur. Et du coup, il s'y est projeté. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que il a lu le scénario 2 fois, et la deuxième fois, il a pris conscience aussi que, c'est ce que disait Clément tout à l'heure, des films où dans le scénario, il y a beaucoup d'aventures, une tempête de neige, des choses avec des animaux, la montagne, etc. Je pense qu'on lui en pose pas tant. Il avait fait pas tant que ça. Il avait fait des épisodes de Chef. Donc on lui proposait beaucoup de comédies, on lui proposait beaucoup de... Mais pas ce genre de film. Et comme il n'y en a pas, je pense, des masses de films comme ça, qui sont des films familiaux, entre guillemets, ou d'aventure, qui ne soient pas des comédies familiales, je pense que ça aussi, ça l'a attiré. Romain, toi, tu as une façon de travailler qui est de travailler directement avec un réalisateur. Et j'ai lu des interviews de toi où tu parlais très bien en fait de cette position qui est vraiment de faire un travail d'accouchement en fait d'un univers, et en même temps d'y mettre aussi ta patte personnelle, parce que du coup, est-ce que tu peux nous parler en fait de ta façon de travailler? En fait, chaque aventure avec un réel s'est fait de manière différente. C'est vrai que, par exemple, sur Populaire, j'ai rencontré Régis avant qu'on ait un producteur. Et sur Divine, c'était l'inverse. En fait, c'est Marc qui est venu me chercher.
c'est vrai que moi, ce qui me plaît, c'est de faire une espèce de travail d'alchimiste, un peu, d'entendre une envie, de me projeter dans l'histoire et d'apporter ma vision de l'histoire, en fait. Donc évidemment, il y a, comme disait Elodie tout à l'heure, il y a un travail technique, qui est un travail de structuration, de dramaturgie, mais évidemment, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'émotion, en fait, qu'on va partager d'abord avec le réal et qu'on va mettre dans le texte. Et voilà, après, c'est vrai que du coup, mais c'est un peu par la force des choses, et puis je pense que chaque film sera une aventure différente, mais j'avais un peu commencé à le faire sur Populaire, mais sur Divine, c'était beaucoup plus, on va dire, officiel, mais après, c'est pour ça que j'aime accompagner, en fait, le metteur en scène dans les étapes qui sont les suivantes. Un accompagnement qui est un accompagnement, on va dire, distant, mais qui est toujours là, où on va toujours rappeler en fait pourquoi on a écrit telle ou telle scène, quel est l'enjeu, quel est le sens, quelle est la thématique. Et c'est un travail que j'adore faire dans l'écriture et que j'adore faire en fait dans la suite de la confection. D'accord. Et du coup, comment se passe du coup le dialogue avec le producteur quand on a un trio comme ça d'entrée qui est posé en fait, comment la place du producteur quand on travaille avec Ouda, où on sentait vraiment une relation assez forte. Je crois que vous écrivez à nouveau un film ensemble. Comment ça se passe? En fait, moi, c'est vrai que déjà, c'était mon premier film, donc je n'avais pas d'expertise, j'ai fait au feeling. Moi, j'accompagne là, à travers Divine, du cinéma dit d'auteur, dans le sens où c'est une proposition d'un cinéma sur lequel ça s'ancrait. On savait très bien qu'on allait faire un film qui de toute façon devait avoir l'avance sur recette pour se faire, un film sans casting, un film à 2 millions d'euros, donc voilà, c'est un projet où on ne peut que essayer de mettre en lumière la plus grande sensibilité d'un auteur, parce que tout va reposer sur elle. Ça a commencé avec Ouda, qui me dit, j'écrirai mon scénario avec Malik Rumeau, qui était son co-scénariste d'un court-métrage que j'avais produit. Moi, je ne croyais absolument pas dans cette aventure. Je ne pensais pas que tous les deux, vu leur expérience, étaient capables de pouvoir écrire un long métrage. Sauf qu'à ce moment-là, parce qu'on travaille justement avec un réalisateur tout de suite, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc du coup, moi j'ai écouté et je me suis dit, bon, même si j'ai ce pressentiment, je me dis que peut-être qu'ils vont me donner tort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au bout de 6 mois, Ouda, parce que je recevais des textes et que je voyais une matière qui était en train de se construire mais qui ne prenait jamais forme, et que du coup on est nous déportés, c'est-à-dire qu'on demande aux producteurs à beaucoup s'impliquer dans le développement et du coup presque à devenir... Et là, tu disais tout à l'heure que les mauvais producteurs sont ceux qu'on ne voit pas, mais je pense que des fois aussi il y a des mauvais producteurs parce qu'ils s'impliquent trop et qui prennent une place qui n'est pas la leur. C'est-à-dire tout d'un coup, moi je dis toujours, je suis là pour pointer les choses qui me semblent pas justes, mais je n'ai pas l'expertise et je me garderai bien d'aller apporter des solutions. Donc je voyais ce travail qui n'avançait pas, où on me demandait de corriger, donc voilà, on commence à annoter le texte et on est très impliqué. Et je sais que moi, par exemple, quand j'étais étudiant à la FEMIS, il y avait, sur les 6 étudiants de l'école, il y en avait 2 qui se pensaient être super bons en développement, et ils passaient leur temps à intervenir sur les textes, on regarde comme on est bon, on regarde comment ceci, cela et tout. À l'arrivée, aujourd'hui, ils écrivent, mais ils n'ont jamais produit. Et donc, je pense qu'il faut être vraiment à cette distance-là. Par contre, moi, mon travail, c'est que je craignais ce moment. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai passé quasiment 4 mois à lire des textes, parce que la difficulté, quand même, je pense que c'est un peu plus évident de trouver un réalisateur sur un texte qu'on a, parce qu'on voit le travail à l'image. Alors que voir la qualité d'un scénariste, à part lire ses textes et ses œuvres, c'est compliqué. Alors on peut appeler les agents qui nous conseillent. C'est pas forcément, à mon sens, les gens qui me conseillent le mieux. Donc moi, j'ai essayé de lire des textes de scénaristes que je pouvais aussi me payer, dans la petite économie qui était la mienne. Et moi, j'ai eu cette illumination quand j'ai vu Populaire. Et donc, Populaire, ça paraissait à la base très très loin de Divine, surtout qu'à la base, ça s'appelait Bâtarde. Et comme on a très vite fait de mettre des étiquettes aussi un peu dans notre secteur, quand on fait un film avant sur recette, d'auteur, voilà, et tout, les gens m'ont regardé avec des yeux complètement hallucinés en disant, qu'est-ce que tu as été chercher le scénariste de Populaire pour aller écrire Divine. Sauf qu'il y avait une émotion que moi j'avais vue dans Populaire qui était celle qu'on cherchait dans Divine, parce que depuis le début, moi, avec Ouda, on avait le sentiment, enfin plus que le sentiment, l'envie d'en faire un film beaucoup plus large que ce qu'on attribue généralement à un film d'auteur
premier film sans casse, c'est-à-dire 30 000 entrées. Voilà. Donc, et tout le monde se contente de ça. Et voilà, moi, avec Romain, je m'étais dit qu'on allait chercher un savoir-faire, une sensibilité qui allait nous ramener quelque chose d'un peu plus large que je regarde mon nombril et j'écris des histoires qui m'intéressent uniquement. Et voilà, ce qui est quand même un peu, je caricature, mais le propre de notre cinéma d'auteur. Voilà, quand on commence. Alors, il y a des très belles œuvres, hein, mais du coup, il ne faut pas s'étonner non plus de leur impact ensuite en salle. Donc voilà, il y avait cette envie-là. Romain, une fois que j'ai lu tous ces textes aussi, du coup, j'ai eu une confiance dans le texte. Et puis surtout, après, il fallait caster la personne qui allait pouvoir travailler avec Ouda. Parce que moi, je ne vais pas être là, en fait. C'est un endroit très intime. Il fallait que la personnalité de Romain, elle puisse matcher avec celle d'Ouda. Donc ça, c'est la chose la plus... pas la plus évidente. Voilà, je les ai Comment ça s'est passé, du coup ? Moi, je vais te laisser parler, mais j'adore raconter cette anecdote. C'est que, du coup, finalement, je n'ai présenté que Romain à Ouda. Moi, j'ai lu 40 textes, j'ai rencontré 10 scénaristes et je n'ai présenté que Romain à Ouda. Ils se sont rencontrés, ils se sont parlé. Ouda était enceinte, elle a perdu les os, elle est partie accoucher et elle m'a appelé 10 heures plus tard en disant c'est bon, c'est lui. Je sais pas ce qu'ils se sont racontés. C'est l'accouchement. Il l'avait fait accoucher. Enfin, je sais un peu ce qu'ils se sont racontés. Mais c'est ça, en fait. Je lui disais ça, en fait. Je lui disais, moi, je vais te faire accoucher de ton histoire. J'ai dû dire accoucher 10 fois, je pense, pendant elle a accouché, quoi. Et donc, il y a eu une espèce d'évidence comme ça. Il y a un business. Et c'est vrai, pour en revenir aussi, c'est vrai qu'aussi, par rapport à ce que vous disiez, moi, quand j'ai rencontré Marc, parce que, et je l'ai dit souvent, en fait, sur Divine, je me sentais pas du tout légitime, j'ai pas grandi en banlieue, mais je suis allé rencontrer Marc parce que j'aime rencontrer les gens. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'était sa vision du cinéma, justement. C'est vrai que moi, j'ai jamais en tête vraiment le public pour lequel on écrit. Moi, c'est vraiment toujours l'histoire. Est-ce que ça me fait quelque chose ? Est-ce que ça fait quelque chose aux gens qui lisent, etc. Mais là où on était d'accord, c'était sur le fait qu'on aime quand les choses sont décloisonnées. Quand il n'y a pas le film d'auteur, moi je dis tous les films sont des films d'auteur, il y a quelque chose de... Donc, et là-dessus, c'est vrai que c'est une vision du cinéma qui était très intéressante, et c'était la première fois que j'avais cette discussion avec un producteur. Et en fait, c'est une discussion qu'on devrait toujours avoir en fait, avec les producteurs avec qui on travaille. Sur le film qu'on veut faire ou quel sur le film cinéma, précisément qu'on veut faire, mais aussi sur chacun, en fait, sur pourquoi on aime le cinéma, sur quelle est notre vision du cinéma. Et c'est très important. C'est vrai que moi, au début, j'étais simplement heureux d'avoir un travail, en fait, donc je me remettais pas en question la personne pour laquelle je travaillais, que ce soit le producteur, le réalisateur, etc. Et c'est la première fois, on grandit, hein, mais c'est la première fois où avec Marc, d'un coup on a échangé une vision de qu'est-ce qu'on attend du cinéma, de pourquoi on veut faire du cinéma, etc. Et ça a été, je pense, une première étape très importante qui je pense, est essentielle dans toutes les collaborations, en fait. Et voilà. Et après, j'ai rencontré Ouda, et on a beaucoup parlé de nos adolescences, etc., etc., et donc de l'accouchement. Et du coup, comment tu es rentré dans le bain de ce film ? Tu as lu les premières versions, c'est ça, du film ? Vous en avez discuté ? Comment ça s'est passé ? Oui, on a beaucoup parlé. J'avais lu un texte, et en fait, on est surtout parti. Ce qui était bien pour la base de discussion, mais on est surtout parti de la thématique, en fait, de ce qu'elle voulait dire. Et voilà, il se trouve qu'avec Ouda, on a fait le groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture. Ouda avait été sélectionné avant que j'arrive sur le projet pour la résidence, donc je l'ai accompagné là-bas. Et ça a été aussi, je pense, un accélérateur dans notre travail, parce que ça se passe dans un petit village dans le Finistère Nord, donc on est complètement isolés, on vivait ensemble. Pendant une semaine, on parle du projet, et là on parlait d'un projet qui n'existait pas encore, à partir de quelque chose il y avait un espèce de mélange comme ça qui fait que le fait d'être là-bas, ça a catalysé tout et ça a accéléré tout, je pense. C'était au tout début de votre collaboration. Voilà, on n'avait pas en fait, on s'était vu cette fameuse après-midi où elle avait accouché. Après, elle m'avait emmené dans la banlieue où elle avait grandi, pour que je vois un peu les décors qu'elle avait en tête. Et voilà. Et ensuite, on s'est retrouvés en Bretagne, quoi, avec le nouveau-né et le texte à écrire. Et du coup, comment ça se passe pour un producteur de voir le film continuer à grandir avec un autre partenaire, parce qu'il s'implique beaucoup dans le groupe Ouest, et de voir revenir le bébé, hein, d'une certaine façon, comment ça... En fait, effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas vraiment répondu à votre question, j'ai répondu à la genèse, mais comment j'ai travaillé avec Romain et avec Ouda. En fait, c'est surtout à ce moment-là, à partir du moment où Romain a accepté de venir travailler avec nous. Moi, je l'ai pris comme ça, quand même, parce que Romain, il avait aussi, il sortait de Populaire, il avait un coût, il a accepté de faire aussi un effort assez conséquent aussi sur
sur sa rémunération. Du coup, il a demandé, par son agent, à squeezer la partie séquencier et traitement et de passer directement à une V1. Donc c'était quand même pour moi un gros effort à faire également, c'est-à-dire que je partais quand même avec un scénariste que je ne connaissais pas, avec une matière qui était fragile, mais il y en avait une tout de même, et d'accepter de lire qu'une V1. Et donc c'est vrai que pendant toute cette période-là, je n'ai rien lu. Voilà, je l'ai attendu précieusement, comme mon paquet cadeau à Noël, sauf qu'il est arrivé au mois de juillet, un texte. Et il y avait le groupe Ouest qui les encadrait. Mais j'avais un tel soulagement quand Romain est arrivé dans l'aventure, que j'ai fait confiance, et je ne dirais pas aveuglement, mais en tout cas j'ai fait confiance. Et quand j'ai eu cette V1, ça a été un tel bonheur et un tel soulagement de voir que voilà, il y avait cette alchimie. Quand c'est comme ça, Ouda, c'est là où je me dis qu'elle est en bonne main, c'est qu'elle ne m'appelle plus. Donc c'est le soulagement total, je n'ai plus de contact et c'est le pied. Non, mais je veux dire, c'est que à ce moment-là, dès qu'elle m'appelle, c'est qu'elle a un problème ou c'est qu'elle a besoin d'être rassurée et autre. Pendant toute cette période, je n'avais plus Ouda au téléphone, alors que avec la période Malik, c'était quotidien. On voyait bien que ça allait pas, il fallait que je trouve des solutions, il fallait que je réfléchisse avec. Donc tout ça, moi, ça me rassurait. Et quand j'ai eu le texte, c'était une V1, j'étais déjà extrêmement heureux. On a fait des retours, j'en ai pas fait tant que ça. Je suis très peu intervenu finalement, quand même, je trouve, moi, sur l'écriture de Divine. Après, on a une V2. 2 mois plus tard, cette V2 a été une version sur laquelle je suis parti directement en financement. On a fait tomber l'avance sur recette du premier coup avec cette V2. Et puis on a eu des retours. On a fait, ils ont fait une V3 et après j'ai financé sur une V3. Et ils sont partis ensuite en tournage avec une V20, quelque chose comme ça. Donc après ça a continué. Donc je lisais, mais pour moi c'était des étapes de travail, donc j'avais plus. Tu avais retrouvé ta place de producteur aussi, cet œil neuf où tu peux recevoir une œuvre. Exactement. Finalement, quand Romain est arrivé, je crois que j'ai lu 3 versions, et après il y avait ces versions là qui étaient des travail, qui étaient plutôt des versions sur lesquelles le scénario tout d'un coup a grossi. On s'est retrouvé avec une version de V3 qui devait durer grand maximum 1h50, et puis la version de tournage elle durait 3 heures. Donc là moi j'avais effectivement des grosses frayeurs en disant comment je vais faire, et parce que le travail avec Ouda que les gens ne comprenaient pas, c'est-à-dire tout le monde me disait mais tu dois livrer un film de 2 heures, il y a un scénario qui fait 3, tu as 9 semaines de tournage, c'est généreux déjà pour un premier long, mais c'est pas faisable de tourner 3 heures en 9 semaines. À l'arrivée on a fait 9 semaines et 60 heures d'heures sup, et effectivement je savais qu'on tournait des choses qui allaient passer à la poubelle. Je savais que je ne pouvais pas dans ce rapport comptable. Et en plus de ça, quelque chose qui était particulier et qui a énormément surpris les techniciens qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec Ouda, c'est-à-dire quasiment tous, c'est que en fait, tous les soirs, il y avait plein de séquences qui n'étaient pas tournées. Et donc, du coup, il y avait des trous. Et qui étaient tournés quand, du coup Qui n'étaient pas tournés. Et donc, c'est pour ça que Romain était là. C'est que Romain, il vérifiait les rushs tous les soirs, ils avaient des discussions tous les soirs, on montait aussi en parallèle, donc il y avait aussi une discussion avec la monteuse qui nous disait bon, en fait, parce que c'est vrai que ce qui est formidable quand même avec le cinéma, c'est qu'en une image, des fois on raconte ce que 3 séquences qui est obligatoire sur le papier, elles doivent être écrites pour que voilà. Donc il y avait des séquences, et Ouda, sa manière à elle de fonctionner, c'est toujours plus. Donc elle est très maligne. On lui a donné un conseil qu'elle n'a jamais oublié, c'est-à-dire t'en mets plein, comme de toute façon on va te demander de réduire, donc comme tu en as déjà mis beaucoup, à l'arrivée tu auras peut-être voilà. Donc en fait elle prévoyait sa journée de travail où elle tournait ces scènes qu'elle savait indispensables, puis le reste plus, sauf qu'il y avait qu'elle qui gardait ce secret là pour elle. Moi je connaissais la méthode, mais c'est vrai que c'est assez déstabilisant. C'est déstabilisant pour des techniciens par exemple. C'est pas très agréable pour un premier assistant par exemple de s'apercevoir qu'à la fin de sa journée il n'a pas tenu. Et puis c'est assez inquiétant en fait. C'est inquiétant quand il y a des chefs décorateurs qui travaillent sur un décor qui finalement ne sert pas. Donc c'est de l'argent qu'on jette, voilà, qu'on jette, c'est sûr. Mais d'un côté, c'est sa manière à elle de travailler. Je ne dis pas que c'est une méthode que je vais appliquer avec tout le monde. C'est que elle, ça se passe comme ça. Voilà, donc c'est une matière, le film est une matière vivante. Quand on dit qu'un film continue à s'écrire jusqu'au montage, là plus que jamais, et du coup ça te demandait, tu parlais tout à l'heure d'une implication dans les étapes ultérieures, je comprends mieux, c'est-à-dire que tu as dû être constamment en dialogue aussi avec Ouda, même si elle écrit sur le film, et d'être en regard, d'avoir ce regard en fait extérieur, non, c'est ça? Exactement, et juste, je vais le laisser. Et c'est là où moi je suis beaucoup du coup plus en contact avec Romain à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense que j'étais plus en contact pendant le tournage en disant est-ce qu'on est en train de pouvoir raconter le film
qui écrit. Est-ce qu'avec toutes ces séquences qui sautent, avec cette voilà, et puis on repensait le tournage au quotidien. Il y a des choses, il y a des fois où effectivement il y a des choses qui ne se tournaient pas, et donc c'était émouvant. Oui, donc c'était une conversation avec la monteuse et avec Romain, beaucoup plus finalement à ce moment-là nécessaire que pendant la période d'écriture. Oui, c'est vrai qu'il y avait un... Comme disait Marc, en fait, moi je pense que le film était écrit, enfin la base de ce qui est devenu le film était écrit à la V4. Et après, en fait, ça a été que effectivement des ajouts, des tentatives, même presque des réflexions de mise en scène, en fait, dans l'écriture. On se disait, tiens, si ça se... Ce qui fait qu'en fait, après, pendant le tournage, voilà, j'étais un peu le garant de ça, en disant, en fait, tant que telle scène est tournée, c'est bon. Enfin, le reste, c'est du bonus. Et puis, pour moi, c'était une discussion très intéressante parce que quand on parlait avec Ouda et qu'on se disait, ok, bon, donc là, le plan de travail, comment on fait, machin, etc. Moi, évidemment, j'amenais toujours la dramaturgie en disant, il faut absolument qu'il y ait cette scène-là. Et elle amenait en fait la réalisation en disant, oui, cette scène, elle n'est peut-être pas cruciale pour l'histoire, mais c'est une image de cinéma que je veux dans mon film, en fait. Et c'est vrai que c'était un échange qui m'a beaucoup appris. Du coup aussi de ce point de vue-là, en fait, entre l'efficacité de l'histoire et puis le film, quoi. Et juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que je disais que ça avait été assez inédit, c'est-à-dire qu'avec Marc, la première fois que j'ai rencontré, on a parlé de notre vision du cinéma. Et comme c'était un premier long métrage pour Ouda, pour lui, et que moi j'avais coécrit un autre long métrage avant, qui était aussi un premier long métrage, on était quand même tous... voilà, moi je trouve que quand tout le monde a une motivation très forte, ça se ressent. Et c'est vrai qu'aussi, je les ai accompagnés, pas tout le temps, mais j'ai pu les accompagner dans des commissions, des choses comme ça, etc. J'étais très très informé de où on en était dans les financements, et tout le monde doit pas forcément travailler comme ça, mais je sais que pour moi c'est important. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de moi en termes d'écriture, etc. Mais je peux bien le faire aussi que quand on me donne vraiment tous les paramètres, en fait. En me disant, là, on a besoin d'avoir tel financement, il nous faut... Et je trouve que ça, c'est un... Enfin, moi, j'ai adoré travailler comme ça. Parce que pour le coup, effectivement, c'est une collaboration où le savoir-faire de chacun est mis au service du film, mais où on n'est pas un simple exécutant. Parce que, enfin, voilà, l'information circule, quoi. Et je trouve ça important. C'est une équipe, en fait, qui était formée. Ça s'est ressenti, d'ailleurs, je trouve, au moment des Césars, en fait, de la visibilité que tu as eue aussi en tant que scénariste. On voyait que c'était en tout. Et au niveau de l'implication créative, Fabien et Juliette, en fait, j'ai appris que vous aviez monté une petite structure, en fait, qui est une structure de développement. Une très grande structure de développement. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, en fait? Et qu'est-ce qui vous a apporté aussi? Je pense que monter une boîte de production, c'était un moyen. À l'époque aussi, on ne travaillait pas que en exclusivité avec Clément. C'était aussi un moyen d'être peut-être impliqué plus dans le processus artistique. Avec Clément, le problème, il ne s'est pas posé comme ça parce que on a eu cette relation-là de collaboration très très vite. Clément, il a cette qualité-là, c'est qu'il vous fait confiance et il vous implique sur tous les projets qu'on a eus. Il nous appelait, qu'est-ce que tu penses de tel réal, qu'est-ce que vous pensez de tel chef opérateur ou de tel comédien. Donc on échangeait beaucoup. C'est pas le cas forcément de tous les producteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important dans notre relation, c'est que quand vous êtes en confiance avec quelqu'un, ou sur les financements, comme disait Romain, il nous tenait au courant, voilà, on a ça, on a tel partenaire, et mine de rien, quand vous êtes en confiance comme ça, vous êtes beaucoup plus tranquille pour travailler, et vous avez beaucoup plus envie de faire une nouvelle version, d'intégrer très rapidement les changements si on en a besoin très rapidement. C'est-à-dire que quelque part, il peut nous demander beaucoup plus, parce qu'il y a une relation de confiance et il y a une relation d'échange. Et la structure, on l'a montée pour grandir. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que, comme disait Romain, je pense que c'est ce que vous racontez de votre relation, mais nous, on a aussi l'impression qu'on a grandi ensemble. Les Sébastiens, c'est notre premier succès, c'est un des premiers succès de Clément aussi, donc on a grandi ensemble, et ça a pas de prix, parce que du coup, on apprend ensemble, on fait aussi les erreurs ensemble, mais voilà. Et sur la boîte de production, c'était une manière de grandir aussi. Et puis après, de la boîte de production, s'est déclenché aussi une envie de développer des projets ensemble, qui n'étaient pas forcément des projets que nous, on écrivait. Et la boîte de production est née aussi de cette envie-là. C'est vrai que, comme pour vous deux, Clément, il nous a très vite associés à des décisions artistiques qui ne sont pas forcément du ressort du scénariste habituellement. Clément, effectivement, il pouvait nous demander notre avis sur un metteur en scène, ou sur un montage, ou sur
voilà, sur plein de choses diverses. Et je pense que ce désir de production, c'est un peu un désir de prolonger ces décisions artistiques. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter au moment où on rend sa version, même si c'est la version de tournage et qu'effectivement on en est à la 20e, mais c'est d'aller plus loin. C'est de pouvoir regarder les rushs, c'est de pouvoir intervenir au montage, voilà, de rester présent dans la vision du film qu'on a pu avoir au moment de l'écriture ou au moment de l'idée. Et qu'est-ce que ça change pour un producteur de travailler avec des auteurs qui ont ce statut-là et comment ça... Non mais moi en fait on en a déjà parlé, on se disait que après 5 ans de vie commune on pouvait acheter un appartement ensemble, donc on était plutôt content de partager quelque chose et je suis assez je l'entends un petit peu par-ci par-là, on en a déjà parlé avec Sabrina, c'est-à-dire que vous êtes la clé. C'est-à-dire que c'est pas pour vous faire plaisir parce que je suis ici, c'est qu'aujourd'hui, le mec a une bonne histoire, un bon scénario, il aura un bon réalisateur, il aura des bons acteurs, et ensuite il ira chercher son financement. Normalement, s'il a tout ce qu'il faut, il devrait trouver le financement. Alors, ça arrive toujours que les films ne se financent pas. L'exemple typique, c'est mes amis d'Épithète qui sont ici dans la salle, c'est grâce à eux que les Sébastien existent, puisque on a rencontré beaucoup de problèmes pour le monter, et puis après 3 films et pas mal d'entrées, ça prouve que le système fonctionne pas toujours très bien. Maintenant, c'est sûr que sur l'histoire, c'est très important. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez des gens en qui vous avez une confiance totale, il faut se dire qu'on fait ensemble, on fait plus de films, on part en vacances, pas encore, mais bientôt. Non, mais voilà, proposition. Voilà, non, oui, c'est une proposition. Non, mais c'est vrai, et c'est drôle, je rebondis sur ce que vous disiez dans le Finistère Nord, etc. Mais moi, ça fait des années que je dis, il faudrait créer du lien. Et c'est le travail aussi de certaines institutions, de la SACD peut-être, d'Unifrance, de plein de choses, où les scénaristes et les réalisateurs, ou les scénaristes et les producteurs et réalisateurs sont isolés un petit peu dans un cadre sympathique qui fait que les gens ont envie d'échanger et sont pas là déjà à se dire alors voilà, quel contrat, quel ci, quel ça. D'abord, il faut des idées. Et c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir des idées dans le Finistère Nord, je sais pas, peut-être, mais que dans un bureau autour d'une table à se parler. Donc voilà, donc l'implication du scénariste, elle est évidente pour moi. Et du coup, ça se passe comment quand tu dis, Fabien, que vous faites aussi développer des projets, c'est ça, par des scénaristes avec lesquels... par des scénaristes, et donc des projets que vous n'écrivez pas? C'est un métier un peu nouveau pour vous? Oui, c'est un métier de développeur qui est en fait en fait, c'est arrivé d'une discussion où on avait beaucoup d'envie de projets communs avec Clément, à qui on pitchait beaucoup. On parlait tout à l'heure d'exclusivité ou de premier regard, mais nous c'était un peu tacite. On se voyait souvent, on avait beaucoup de projets ensemble, donc on se parlait beaucoup de nos envies. Et il y a un moment où si tu écris trop et trop de projets différents, tu te perds un peu, et puis tous les projets en pâtissent. Et donc il y avait 3 projets, enfin il y avait 5 projets, puis on a réduit à 3 parce que déjà 3 c'est beaucoup. Sur lesquels on avait des envies communes, qui étaient des idées qu'on avait amenées à Clément, et on s'est dit pourquoi on ne les développerait pas à travers une structure qu'au début on a appelée le Lab, et puis finalement le nom est tombé, et c'est juste un accord de co-développement entre Radar et Page One, ou Page 1, vous le prononcez comme vous voulez, qui est notre structure qu'on a montée. Et ces 3 projets-là, donc les idées viennent de nous, ça veut dire qu'on a pondu des textes de 4-5 pages pour poser l'univers, l'idée. Il y a l'adaptation d'une BD, il y a l'adaptation d'un livre, et il y a une idée originale, et on a trouvé les auteurs, et Clément du coup a pu garder ce regard dont tu parlais tout à l'heure, ce regard frais, c'est-à-dire que nous on est les mains dans le cambouis à faire les X versions de séquencier, les X versions de scénario, et quand on sent qu'il y a quelque chose, ça ne veut pas dire forcément que c'est abouti, parce que sinon c'est trop facile, et on les fait lire à Clément, et du coup il a ce recul-là. Et c'est comme ça qu'on fonctionne sur ces projets-là. Et quelle version tu dis, c'est le dialoguer ou il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non. Mais juste ce qui est intéressant sur ce principe-là aussi, c'est d'inverser la tendance et de montrer ce que ça fait que d'être dans un bureau en tant que producteur et d'avoir des versions à répétition. Et effectivement, Fabien et Juliette ont été super pour ça, c'est-à-dire qu'ils filtrent d'une façon assez importante, et on se retrouve à lire à des étapes bien précises, mais on se retrouve à lire quand même des textes qui commencent à avoir une certaine qualité.
Donc on est encore plus frais pour pouvoir répondre, trouver ce qui va pas ou pas, parce que ça c'est vrai que c'est... Après il y a des producteurs qui aiment, comme on est en train de se le dire, il y en a qui aiment moins, s'impliquer un peu dans le développement. Mais s'impliquer, ça veut dire donner des idées, ça veut dire proposer des solutions. Moi je suis fasciné par les producteurs qui disent non, c'est pas bien. Je dis, c'est pas bien, mais peut-être qu'il peut y avoir mieux, peut-être que qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Donc, et ça c'était vachement intéressant d'inverser et de dire voilà, allez voir comment ça se passe avec les auteurs, voyez comment effectivement la sensibilité, l'ego, tout ça rentre en ligne de compte, et en définitive ça crée un rapport qui est ultra sain maintenant, parce qu'on sait exactement, on parle de la même chose. Non, juste, après ça nécessite une confiance qu'on a entre nous, parce que vous allez développer avec un auteur, vous allez dire non c'est bleu, et pendant 4 versions de séquencier, vous allez dire non, c'est bleu. Vous savez que derrière, il y a quelqu'un qui va arriver, qui est en plus le producteur délégué, donc c'est lui aussi qui amène le financement de tout ça, et qui va dire il faut que vous ayez confiance en lui pour vous dire qu'on est suffisamment sur la même page pour que ce soit, ils disent bah oui, c'est effectivement bleu, pourquoi tu le fais pas bleu? Donc ça nécessite vraiment une confiance. On n'aurait pas pu le monter la première année où on s'est rencontrés, c'est aussi parce qu'on a X films, succès ou échecs ensemble, X projets avortés, etc. Et après, je pense que aussi, on parlait tout à l'heure des réalisateurs, nous, chaque projet est différent, parce qu'il y a des projets où quand vous adaptez un roman très très connu, vous avez peut-être moins besoin de la vision d'un réalisateur tout de suite. Quand vous avez une idée originale, vous la sentez un tout petit peu, là c'est le cas en ce moment où on développe une idée originale qu'on a eue. Très vite, Clément nous a dit il faut amener un réal, peut-être assez rapidement, parce que cette idée elle peut être fragile et le scénario suffira peut-être pas, il y a peut-être une vision à amener. Donc chaque projet en fait est très particulier. Après il y a des réalisateurs qui aussi amènent un univers de casting. Là on a aussi sur la BD qu'on développe dans ce cadre de co-développement, on s'est rendu compte que avant même, on a pourtant un scénario, on pouvait aller chercher du casting, mais avoir un réalisateur, parce que c'était quand même, il y avait quand même une vision d'auteur, c'était beaucoup plus important parce que ça allait nous amener une couleur, un univers, une adaptation pour aller chercher le rôle principal, ou là en l'occurrence les 2 rôles principaux. Donc là, les scénarios que vous développez, c'est avec des scénaristes, c'est ça, ou c'est des auteurs-réalisateurs? C'est avec des scénaristes. C'est avec des scénaristes, et on est allé chercher. Alors sur la BD, on est en fin de développement, et donc on est allé chercher un réalisateur qui, encore une fois, a lui remis sa patte dans le scénario, a travaillé avec le scénariste, qui est aussi l'auteur de la BD. C'est une configuration étonnante, parce que vous êtes vous-même scénariste, vous pilotez ce développement où il y a un scénariste, un réalisateur, vous rendez compte à un producteur, c'est super. Oui, je crois que c'est du cinéma. Je crois que c'est ce que disait Romain, c'est des aventures. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles dans tout ça, et on le sait tous, c'est qu'il y a des combinaisons. Quelquefois, ça marche comme tout seul. Quelquefois, il y a besoin de beaucoup de monde. Voilà. Dans l'ensemble, moi, je suis un peu d'accord avec Laetitia là-dessus. J'ai l'impression que il ne faut pas être trop nombreux, mais quand on est plus nombreux, il y a quand même plus il y a de cerveaux qui travaillent. Quelquefois, plus ça donne de choses riches. Encore faut-il qu'ils travaillent tous ensemble. Mais je voulais rajouter un truc tout à l'heure, je reviens un tout petit peu en arrière, mais moi ça me paraît hyper important personnellement, dans le travail qu'on a avec Juliette. C'est souvent pour les scénaristes, quand vous travaillez avec un producteur de cinéma que vous connaissez un petit peu ou que vous ne connaissez pas, moi je trouve en tout cas qu'il y a toujours la peur de se dire on va se faire dégager. On va se faire dégager à la V1, on va se faire dégager à la V2. Donc en fait vous écrivez avec quelque part cette peur qui vous met une espèce de frein à main sur ce que vous êtes en train de faire. Et Clément, il a eu cette qualité-là dès le départ de notre collaboration, et même sur les projets qu'on a fait au tout départ qui n'ont pas vu le jour, il a complètement balayé ça. En tout cas, nous, on n'a pas ressenti et c'est au-delà du contrat de savoir si vous êtes substituable ou pas substituable. C'est que dès le départ, on y va, on est dans une aventure ensemble, pondez-moi un scénario, et il n'a jamais été question de mettre, même si on a pu lui rendre des versions qui ne lui plaisaient pas, ça ne nous mettait jamais en péril. Et je peux vous dire que quand vous avez cette confiance-là, vous arrivez à travailler 10 fois mieux, parce que vous arrivez déjà à lâcher votre scénario plus facilement, vous le rendez sans savoir que vous allez être jugé et que derrière le mec va passer des coups de fil à d'autres scénaristes pour commencer à réfléchir à la suite. Et je pense que ça, pour nous, ça a beaucoup joué dans la manière dont on se donne plus et dont on fait plus de versions et dont on travaille la confiance. Moi je trouve que ça aide énormément pour un scénariste en tout cas. C'est ta façon de travailler, Clément. Élodie, tu veux rebondir ? Non,
Non, mais ça, c'est un vrai point hyper important, la confiance, et qui en corrélation avec le fait que le producteur soit rassurant ou pas. Et ça, c'est hyper important, parce qu'un producteur qui a peur, pour un scénariste, c'est un enfer. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que sa peur arrive sur nous et ça conditionne complètement la manière d'écrire, et avoir quelqu'un de calme, de rassurant, qui effectivement, comme vous paraissez pouvoir le faire, recevoir une version qui va pas et dire bon ça va pas mais c'est pas grave, on passe à une autre version, bah ça donne toute l'énergie du monde en fait, alors que quelqu'un qu'on sent flipper en train de se dire oh là là cette version va pas, on tient pas le film, c'est du management, hein. De toute façon ça reste quand même des relations d'employeur à employé, même s'il y a l'humain qui se rajoute, l'artistique, des envies communes, mais c'est quand même il y a quand même un côté management qui est extrêmement important, et plus on se sent en sécurité et plus on est bon là, et plus on donne aussi. Et ça, c'est quelque chose auquel on arrive effectivement au bout d'un certain nombre de scénarios, où quand la personne en face de nous sait qu'on bosse, qu'on donne le maximum, cette relation de confiance, elle est effectivement extrêmement précieuse. Ouais. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on pourrait payer un scénariste à la confiance. Il ne faut pas trop que je le dise, hein, parce que, mais c'est vrai que la confiance, je trouve que c'est vraiment quelque chose de primordial dans le travail créatif, parce qu'il faut déjà arriver à se faire confiance. Et quand quelqu'un a confiance en nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de s'élever. Justement, sur les projets que vous aviez ensemble, quand on parle de cinéma, on parle de plastique aussi, on parle de traitement, on parle d'une vision aussi d'un cinéaste, d'un réalisateur. Comment on embarque une plastique comme ça dans l'écriture d'un scénario sans réalisateur? Est-ce que vous commencez à rêver des réalisateurs? Est-ce que vous en parlez dans le travail? Comment ça se passe? On en parle avec Laetitia, on en parle aussi beaucoup avec le co-auteur avec qui je travaille, notamment sur un biopic sur lequel on a travaillé sans réalisateur. On s'est tout de suite dit... à qui on penserait dans l'idéal, même si c'est un réalisateur mort ou même si c'est un réalisateur pas là. C'est pas grave, mais ça nous donne un nous pour écrire. De toute façon, c'est sur les films qui... De toute façon, écrire du cinéma, c'est écrire avant tout en images. Donc les images, il faut les penser. Et il faut les penser filmées par quelqu'un. Et il faut avoir de toute façon une base de discussion commune. Sinon, on peut pas écrire, en fait. C'est la grande différence, j'ai l'impression. Enfin, de moins en moins, mais ça l'a été longtemps avec la télé. Oui. On écrivait beaucoup moins en images et plus en son. Et là, la télé a tendance à rejoindre le cinéma à ce niveau-là. Oui, aujourd'hui, oui. Et qu'est-ce que t'as apporté ton expérience de réalisatrice, justement, aujourd'hui, dans l'écriture de tes films ? Ça m'a apporté que tous les scénarios que j'écris, je m'impose sur chaque scène de me dire qu'il faudrait quelqu'un de totalement sourd puisse comprendre la scène. Et que les images doivent suffire à comprendre au moins ce qui se passe, en tout cas, enfin à ressentir les émotions. Il faut qu'on arrive à ressentir les émotions sans qu'il y ait besoin de dialogue, et les dialogues, c'est un plus. Ça m'a apporté ça, ouais. D'accord. Laetitia, dans ta façon de travailler, justement, le fait de rêver un réalisateur ou d'y penser Ce qui est, je trouve, super, ce que tu disais, Clément, c'est qu'on arrive enfin à un truc où l'auteur-réalisateur n'est plus la seule solution, même si ça fait partie des films qu'on adore produire aussi, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, même si ça se dégage un peu, mais d'avoir des idées de producteurs, de lancer des projets, et quand même, à l'arrivée, c'est une galère, on va pas se mentir, de trouver le bon réal. Enfin, je veux dire, c'est... voilà, et c'est dommage parce que l'alliance producteur-scénariste, elle est vraiment géniale. De démarrer comme ça, c'est aussi vraiment très, très excitant. Et je trouve ça bien, et c'est notre rôle à nous, et en tant que producteur, de bousculer un peu. C'est pareil pour les comédiens, c'est d'arrêter de proposer toujours les mêmes films aux mêmes réals et les mêmes rôles aux mêmes comédiens. Et voilà, d'aller chercher Clovis pour Belle et Sébastien 3, c'est une super... ça ouvre, quoi. Ça ouvre le champ des possibles, et je pense que c'est vraiment notre rôle. La jeune génération de réalisateurs, ils sont beaucoup moins snob sur le côté faiseur, et je trouve que c'est vraiment une richesse pour notre cinéma. Et du coup, de penser ensemble à des réalisateurs auxquels on peut rêver, même s'ils sont morts, comme tu dis, mais ensuite d'ouvrir au maximum les possibilités, d'aller proposer des choses à des gens qui ont fait complètement autre chose, et de les emmener dans un autre univers. Je pense que les artistes ont envie de se diversifier autant que vous, les scénaristes, qui êtes les artistes de départ.
Et voilà, et ouvrir ça au maximum et rêver de ça ensemble, sans jamais se dire non, c'est mort, ça sert à rien d'y penser. C'est un truc que je trouve, faut toujours rêver au plus haut, et puis après, généralement, on redescend un petit peu, mais ça se tente, et surtout au démarrage, c'est à nous de rêver au plus haut possible de ce qui est envisageable. Et pour vous donner la confiance dont vous parlez et le champ le plus large possible pour votre création, c'est indispensable de viser haut, quoi, pour vous donner des plus larges possibilités. Super. Moi, j'ai fait un peu le tour de mes questions. J'aurais aimé passer la parole à la salle, s'il y a des gens qui veulent poser des questions aux scénaristes et aux producteurs qui sont sur scène. Alors, on va témoigner. Est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Si, des scénarios, si ça arrive. En fait, c'est vraiment rare. Déjà, j'avoue que moi, j'aime bien qu'on m'envoie... déjà, on a tous 4000 heures de retard de lecture. Enfin, je sais pas vous, mais voilà. Donc, c'est vrai que de lire 10 pages, ça va plus vite que de lire 100 pages. Mais bon, ça, c'est pas un critère. Mais après, c'est assez rare. Mais non, mais là, j'ai le cas en ce moment d'un scénario qui est vraiment, je trouve, à 81% top. Et du coup, c'est génial. Parce que après, le seul truc, c'est en fonction du nombre de projets qu'on a. Bon, là, il y a aussi un truc de calendrier. Vous savez, le nombre de guichets, et que le nombre de guichets, il est réduit. Du coup, quand on a déjà des projets en développement pour l'année à venir, qu'on développe depuis 3-4 ans, de caser un projet que le réal ou le scénariste veut lancer dans l'année, parfois ça bouscule un peu nos calendriers et du coup les priorités qu'on peut mettre à certains projets qui sont là depuis un bout de temps. Donc voilà, c'est un peu compliqué de... Mais voilà, c'est vrai que c'est plus rare, mais c'est pas du tout inenviable. Enfin, c'est super, ça fait gagner du temps, c'est sûr. Et juste pour ajouter là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, c'est des visions qui s'alignent. Donc que ce soit la vision du scénariste et celle du réalisateur, elles doivent s'ajuster pour trouver ensuite la direction finale. Et ça peut être la même chose avec le producteur. Donc c'est vrai que je me vois pas... Enfin, j'adorerais, mais je sais même pas si c'est possible de recevoir un scénario et de se dire, tiens, c'est celui qu'on va tourner. Parce que de toute façon, ça va changer quelque part. Mais ça va changer dans le bon sens. C'est ce que Laetitia disait. C'est-à-dire que la collaboration, elle existe avec le réalisateur quand il arrive. On veut choisir les réalisateurs maintenant pour être peut-être un petit peu moins dépendant. Mais c'est pas pour ça que le réalisateur va pas continuer de s'impliquer avec le scénariste. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, le producteur, il reçoit un scénario, il dit c'est merveilleux, je le tourne comme tel. De toute façon, c'est un réalisateur qui va décider de le tourner comme tel. Donc, il faudra en convaincre deux. Il y en a qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, bip. Non mais, Laetitia l'a dit aussi là, c'est-à-dire que recevoir des scripts des agents, c'est être dans la démarche de chercher. Donc c'est très bien. Généralement, on vous en envoie 20. Il faut avoir le temps de les lire. Et il se passe plein de choses. C'est pas toujours probant. Il faut tenir jusqu'au bout parce que c'est toujours important, je pense, d'aller au bout du scénario et pas de lire juste les 15 premières pages. Voilà. Moi, j'ai toujours émis un petit regret, et là, c'est par rapport à la SACD, on va me tomber dessus, mais c'est le principe de se dire, mais pourquoi on ne peut pas consulter chez vous ? Pourquoi en fait, on vient le déposer ici, mais à partir du moment où il est déposé, pourquoi on ne peut pas le consulter ? Pourquoi il n'y a pas une banque du scénario, entre guillemets, qui permettrait de chercher un petit peu ? Parce que c'est vrai que si on se met à compter sur les agents, et enfin voilà, je les adore, hein, mais... je suis pas convaincu. Les réalisateurs et les agents, ils en prennent plein la gueule ce soir. Et moi, si je peux vous rebondir, parce que c'est un mal, je trouve, qui est très ancré. Moi, quand j'étais étudiant à la FEMIS, et que je cherchais à lire le travail des élèves scénaristes, et pas forcément que dans ma promo, mais dans les promos au-dessus, en dessous, et ben c'était difficile d'avoir accès au texte. Je me suis retrouvé à demander, donc du coup par l'intermédiaire de quelqu'un, parce que voilà, d'avoir accès au texte. Et ça a créé tout un pataquès en mode il a eu accès, c'est pour me plagier, il va piquer l'idée et autres. Alors qu'il me semble que quand on passe notre temps, nous, à regarder des courts-métrages, des longs-métrages, pour voir justement un réalisateur qui pourrait nous inspirer pour... Voilà. Et ça, c'est un truc que, à la FEMIS, on n'a pas accès au texte des élèves scénaristes.
Et si on y a accès, ça peut créer une suspicion d'un producteur qui ne nous a pas dit qu'il avait lu mon travail. Il faudrait vous demander l'autorisation de lire un travail quand il est déposé, qu'il est... Enfin voilà, ça, moi, ça a créé un petit scandale, et à un moment donné, j'étais le producteur. Il faut se méfier à tout prix parce qu'ils volent les projets, parce qu'ils les lient dans le dos des scénaristes. Voilà, on fait juste notre travail, et effectivement, l'agent, il peut nous indiquer des choses, mais il ne connaît pas notre recherche, il ne connaît pas la sensibilité, voilà, donc il va nous conseiller des gens, et c'est à nous de faire ce travail-là, de lire. Et voilà, donc c'est un vrai problème. Mais pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous connaissez tous la plupart, mais regardez le site Blacklist. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous mettez alors bon, c'est à l'américaine, on met des critères et un scénario qui tombe voilà, mais il n'empêche qu'on peut consulter. Il y a des scénarios qui sont libres de droit, il y a des scénarios qui sont effectivement déjà dans les mains d'un producteur ou d'un réalisateur, mais je pense que ça fédère les énergies pour faire exister les projets, et il y a des projets Blacklist qui se font tous les mois. Donc ça aide quand même. Si vous n'y aviez pas entre guillemets accès, je pense que ce serait différent. Sur la question d'un marché du scénario, en fait, nous, on l'a constaté à la Guilde. Et en fait, il se trouve que jusqu'à quand même très récemment, un scénario qui circule, mettons, sans réalisateur, c'est quand même très rare qu'il soit reçu ou lu, ou enfin c'est l'idée en tout cas qui mais c'est l'idée qu'on avait en fait et nous on le regrettait, le marché du scénario qui n'existe pas plus. Alors je crois qu'il y a, juste pour votre information, il y a une plateforme, après je veux pas en faire la pub, mais je sais qu'ils nous ont contactés et on suit ça de près, qui s'appelle Paper to Film, et qui va mettre en ligne en fait des projets, en fait des gens qui peuvent, ça a l'air assez sérieux, mais bon c'est au tout début, donc c'est à suivre. Parce qu'il y a une petite nuance, ce que disaient nos amis producteurs, c'est qu'ils cherchaient à lire des scénarios pour rencontrer des écritures, rencontrer des... Pas forcément pour produire les scénarios, c'est un peu la différence. Voilà. Mais ça existe en théâtre. Ouais. Le vrai problème, c'est que le scénario n'est pas édité. Donc il y a un moment donné où vous devez contacter, ou alors c'est en ligne. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une sécurisation suffisante du en ligne pour être sûr que il faut une traçabilité. C'est-à-dire qu'il faut que le producteur laisse son nom, son adresse, que ce soit traçable. Parce que sinon, c'est un pillage inouï. Et alors juste, la SACD ne peut pas faire ça. Parce que sinon, vous auriez 10 000 textes. C'est ça le problème. Alors en théâtre, il y a de l'édition. Donc il y a assez répertorié. Je cherche une comédie, 4 personnages... avec 2 décors, vous tapez, pof, vous avez une liste. Mais parce que ce sont des livres édités. Alors que là, nous, comme c'est des œuvres originales, il faut absolument une traçabilité du lecteur. Sur la plateforme, je crois qu'il y a... Moi, je la donne, hein. Non, mais il faut juste créer la plateforme, c'est tout. Pardon, mais juste quand vous êtes sur le site dont on parlait américain, voilà, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, j'ai rentré toutes mes coordonnées et on m'envoie un scénario. Le jour où je fais une copie de ce scénario, en plus avec la loi américaine, je suis content. Donc j'ai l'impression que c'est pas la traçabilité, moi c'est plus le principe de numérisation du scénario qu'on mettait avant dans une enveloppe. Peut-être qu'avec un email maintenant ça peut aussi fonctionner. Mais après, peut-être que effectivement, de faire des catégories, de se dire c'est une comédie, il y a 4 personnages. Parce que le Blacklist, qui est impressionnant, c'est que vous demandez un film de train avec 3 personnages où il y a de la comédie et éventuellement une histoire d'amour, il y a un truc qui tombe. Donc voilà, c'est un tout petit peu inquiétant. Mais voilà, je pense que... C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un site du scénario qui copie ce qui s'est fait au théâtre ou sur la Blacklist, c'est-à-dire avec de répertorier les questions possibles. Oui. Je veux un film avec une nana 40 ans et un mec 75, ou une femme 75 et un mec 40, voilà, en héros. Et là, et là, ça va, parce que c'est ça en fait qui n'a jamais été fait. Il y a eu des listings, mais sans un truc répertorié où vous, producteur, cherche une écriture de comédie, vous allez recevoir non pas 1000 trucs, mais 10. Oui. Mais je pense que quand vous déposez à la SACD, vous en tant que scénariste, vous dites voilà, c'est une comédie avec 5 personnages. Enfin, je veux dire, il y a des critères. Le dépôt SACD, c'est un dépôt de protection, c'est tout. Oui. C'est une enveloppe, maintenant c'est en ligne, mais c'est un coffre-fort qui n'est ouvert qu'en cas de plagiat
Et là, l'huissier ouvre, regarde s'il y a plagiat. D'accord. C'est tout. D'accord. Le CNC De ce que j'entends, oui, éventuellement, et de ce que j'entends de ce que dit Clément, c'est est-ce qu'on pourrait pas capitaliser sur ce stock, comme tu dis, de scénarios pour éventuellement le transformer mais c'est vrai que ce serait peut-être tordre l'idée du... qu'il y ait une plateforme qui se crée, tu vois, une plateforme professionnelle, parce qu'à la SACD, n'importe qui peut déposer. Donc tu vas avoir tous les flics de France qui vont te donner une idée de scénario, mais qui n'ont jamais... C'est ça le problème, c'est d'avoir un niveau de professionnel. Tu vois, tous les instituteurs de France vont mettre une série en 2 pages. C'est ça, si vous voulez, c'est d'avoir une plateforme professionnelle. On en reçoit des sympathiques tous les jours, comme ça. Ils sont professionnels. La blacklist, justement, c'est des projets qui ont été refusés, je crois. Clément, on parle de 2 choses différentes. Ce qu'ils disent tous les deux, c'est qu'ils cherchent des écritures, ils cherchent à rencontrer des gens, à rencontrer des scénaristes, et donc d'abord à rencontrer une écriture. Ils ne cherchent pas forcément des scénarios à produire, déjà écrits à produire. Je pense qu'elle est là, la différence. Juste à savoir comment vous écrivez. Voilà. Et le meilleur moyen de savoir, c'est en lisant et pas en écoutant votre achat. Ça ne Oui. suffit pas. Mais là, peut-être la solution, puisqu'il y a la guilde, c'est que ce soit les gens de la guilde, par exemple, que les gens de la guilde puissent mettre des scénarios en ligne, que des producteurs puissent lire, pour chercher justement une écriture, et au moins ça donnerait un cadre un tout petit peu, évidemment ça limiterait aux gens de la guilde, mais ça donnerait un cadre un petit peu plus resserré par rapport justement les flics des éditeurs dont parlait. Je sais pas, peut-être une solution pour des producteurs qui chercheraient une écriture. Après, c'est rare, enfin, je sais pas vous, mais moi, je passe souvent par une rencontre. En fait, quand je cherche un scénariste, déjà, je fais en sorte d'avoir 2-3 pages, évidemment, un minima de l'histoire qu'on veut raconter. Et ensuite, de le faire lire, de rencontrer la personne, de voir comment elle réagit sur ces 2-3 pages. Et si la rencontre se passe bien, je lui dis, fais-moi lire ce que tu as écrit. Et du coup, là, on va au bout du process pour voir si on peut coller ensemble. Mais c'est vrai que je les fais plutôt réagir sur mon truc au départ et ensuite je lis leur truc plutôt que dans l'autre sens. Mais du coup, une fois que la relation est nouée, on peut se faire lire des choses parce qu'on est en lien, quoi. Ouais, et c'est avant tout une rencontre humaine, c'est sûr. Non, mais juste là-dessus, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi j'ai rencontré un jeune réalisateur qui a fait un clip incroyable, qui n'a pas encore fait de long métrage, et on lui a demandé s'il avait envie de faire du long métrage. Apparemment, il est il est dans ce process-là, et il me disait, mais vous auriez des scénaristes à me présenter. Le mec, il était perdu, en fait. C'est-à-dire qu'il nous demandait des noms, et le type, il est brillantissime. Donc, je veux dire, il y a quand même un problème de relation entre le talent, enfin entre les talents, entre guillemets, puis les producteurs aussi, idéalement, pour piquer des idées. C'est très nouveau, en fait, ce que tu décris, Clément. C'est-à-dire que nous... c'est vrai que Sabrina, qui est la présidente de la Guilde Cinéma, lorsqu'elle arrive à la Guilde en janvier, c'est quelque chose qu'elle porte, qui est de dire il y a des scénaristes qui ne veulent pas. Désolée Sabrina. Il y a des scénaristes qui ne veulent pas réaliser et il y a des réalisateurs qui ne veulent pas écrire, en fait. Et c'est vrai que le système, le monde du cinéma, en tout cas institutionnel, ne nous renvoie pas, en fait, cette image-là. Il y a même les aides CNC, il y a des aides qu'on ne peut présenter qu'avec un réalisateur directement embarqué. On demande au réalisateur de savoir écrire et le système, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire, le système nous renvoie à un scénariste qui ne veut pas réaliser. On a un peu l'impression qu'il manque d'ambition et un réalisateur qui veut pas écrire, il manque de point de vue. Donc, alors que non, ils sont peut-être très contents de se trouver et de travailler ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est nouveau un petit peu. C'est nouveau. Pourquoi tu rigoles? Non, mais je rigole parce que j'en reviens pas, quoi. En fait, c'est juste. C'est ce qui a été dit là. C'est vrai que sur le site de la guilde, puisqu'il y a les noms et tout ça, les photos de ceux qui ont des photos, qu'on puisse mettre en ligne des choses à lire. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est très facile à faire en réalité, de mettre des choses à lire pour que les gens disent oh putain, il est génial ou elle est géniale, oh je déteste. Un truc qui vous fassiez connaissance des écritures et pas seulement de nos comptines.
Donc Gilles. Gilles. Donc Gilles Legrand, hein, juste épithète film. C'est horrible. Ouais. Ouais. Mais là, en plus, tu dis enfin, tu touches l'aberration du système, c'est-à-dire qu'on demande à écrire un traitement qui est donc toute l'histoire en un mois, et on te demande à écrire une V2 en 3 mois. Donc, alors que ce qui est quand même le plus compliqué, c'est de raconter toute l'histoire. Donc, aussi. Un train. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Valérie? C'est la mise en relation entre le scénariste et les producteurs cinéma qui sont très difficiles. Donc c'est pour ça que l'agent intervient. Mais sinon, on entend dire que les scénarios envoyés par la poste ne sont jamais lus, par exemple, si on ne connaît pas le. Ouais, moi je suis. Non, mais moi je suis d'accord avec Gilles. Enfin, après, il y a autant de producteurs que. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont curieux, qui continuent de lire. Moi, j'ai eu la bonne idée de mettre mon adresse perso sur IMDb, donc autant vous dire que je reçois pas mal de choses. Je vous avoue qu'on m'aide un peu maintenant parce que c'est vrai que j'en reçois beaucoup, mais je reste optimiste en me disant qu'il y a peut-être une pépite qui va arriver par là. Et Gilles a l'air de dire la même chose. Donc après, non mais voilà. C'est pas un système complètement nouveau quand même. Ça progresse, ça se généralise. Mais recevoir déjà juste une idée plus qu'un traitement c'est tellement aride. Mais une idée, ça donne envie d'aller plus loin. Et une idée plaît, le scénario sera lu avec plaisir. Et puis, moi je dis ça, mais c'est pas pour faire une publicité, mais j'ai tellement l'impression que les sociétés de production ont une image. Et moi je sais qu'il y a un bout de cinéma qui marche comme ça. Ça peut aller de la grosse comédie au cinéma le plus pointu. Et j'ai l'impression que les projets arrivent toujours dans les mêmes directions, les mêmes boîtes. Vous faites un film avec un enfant et un chien, tu peux recevoir un paquet de films avec des enfants et des chiens. Mais on a envie de plus, quoi. Vous parliez des scénaristes qui sont toujours appelés pour faire la même chose, des acteurs qui sont appelés. Mais sachez que c'est pareil un peu pour le producteur. Ouais, si vous faites un cinéma un petit peu sérieux, vous n'êtes pas prêt d'attraper une comédie. Si vous faites que des comédies, vous n'êtes pas prêt d'avoir un film. Juste une question de curiosité. Disons sur un mois en moyenne, vous recevez combien de scénarios finis? Et dans ce nombre-là, quel est le pourcentage de gens d'amateurs qui avaient envie d'en écrire un et de scénaristes Non, bien sûr. Je peux pas vous dire. Enfin, nous, on en reçoit pas mal. On doit recevoir, je sais pas, je dirais une quinzaine de scénarios par mois.
Oui, enfin anonyme, ou parce que quelqu'un sait qu'on aime bien un enfant, un chien, etc. Et que du coup, c'est vers nous qu'il faut venir. Mais c'est voilà. Et sur les 15, il y en a qui sont, enfin, je veux dire, s'il y en a 2 qui ont déjà une structure qui fonctionne. Enfin, nous on reçoit des projets en langue anglaise aussi, donc c'est un petit peu différent parce que du coup, ça vient de partout. Mais c'est vrai que c'est souvent pas très bien fichu. Il y a un côté amateur, il y a un côté, on sent que. Mais après, il faut prendre. Enfin, on pourrait prendre le temps pour pouvoir améliorer. Moi, j'ai voulu être un mec bien et répondre au départ. C'est-à-dire qu'entre les mecs qui m'en voulaient de leur avoir dit non, qui m'en voulaient de leur dire pourquoi je pensais que c'était peut-être moins bien, etc. Je me suis dit, bon, là maintenant je vais arrêter parce qu'on va venir me péter la gueule à la sortie du bureau et ça va pas le faire. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est très particulier. Et on s'étonne après quand on se dit, tiens, j'ai pas reçu de réponse. Mais c'est vrai que généralement la réponse qu'on a envie d'avoir, c'est oui, viens, on va faire le film. Le non, ça plaît pas toujours. Hein. Alors, Le problème, c'est que, comment vous dire, les journées font 24 heures comme les vôtres. Et le temps déjà, moi je pense, je passe la moitié de mon temps à travailler sur les lectures des versions des scénarios que je développe. Et j'y passe beaucoup de temps pour, aux réunions, être prête et avoir des trucs intéressants à dire. Donc si je dois faire ça aussi pour les scénarios que j'ai pas signés, c'est mort, je peux pas. Donc ouais, mais c'est vrai que quand j'ai pas lu, je réponds pas non ni oui parce que j'ai pas lu. Et que j'ai pas les moyens encore d'avoir 4000 lecteurs que je paye comme les studios ont, etc. Et c'est vrai que pour rebondir, les scénarios anonymes, moi je lis tout ce qu'on m'envoie quand ça vient de quelqu'un, soit que je connais, soit qui m'est adressé par quelqu'un. Enfin voilà, dès qu'il y a un lien, je lis. Après, c'est vrai que moi je reçois pareil, 15 par mois de gens qui écrivent chez eux. Et donc, il y a peut-être des pépites à côté desquelles je passe, mais franchement, je ne peux pas lire. Et souvent, bon, cela dit, dans le corps du mail, il y a souvent le pitch. Ça, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps d'avoir 5 lignes. Je vous le conseille vraiment. 5 lignes, déjà, je vois tout de suite si j'ai envie de lire le scénario ou pas, parce que voilà, la promesse, exactement. Et c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui écrivent en disant ça s'est jamais fait, mais la paysanne qui rencontre un extraterrestre au Moyen-Âge, c'est con que ça se soit jamais fait. Donc voilà, moi je l'ai fait. Bon, bah là, ça fait gagner du temps parce que voilà. Mais bon, ça c'est pour ouais, du coup, voilà, c'est ça. J'ai loupé les visiteurs. Tant pis pour moi. Mais voilà. Mais c'est vrai que le temps est compté malheureusement. Voilà. Moi, franchement, ouais. Moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui pouvait lire à ma place, en fait. Je trouve que c'est tellement subjectif que j'arrive pas, moi, à donner des réponses. En plus, j'arrive pas à parler à un auteur en faisant semblant d'avoir lu ce qu'il a écrit. Mais j'espère progresser, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Et un script éditeur, du coup, c'est quoi exactement? Oui, ouais, un directeur littéraire ou d'accord.
Après, c'est vrai que si on se raconte chacun nos histoires, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette, si ce n'est que il faut jamais envoyer que à Laetitia, il faut envoyer à 30 autres producteurs, parce qu'il y a ça aussi, c'est que ça dépend de le moment. Il y a un moment où Clément, il va avoir 15 projets en développement et c'est même pas la peine de penser lui faire lire quelque chose. Et il y a un moment où ces 15 projets ils vont être en tournage et il va se dire ah, tiens, je fais quoi après? Et peut-être que là, il aura plus la possibilité d'ouvrir l'enveloppe ou d'ouvrir son mail. Et puis voilà, on a tous des parcours différents. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc, c'est rencontrer aussi beaucoup les gens. C'est en parallèle. C'est ce que j'entends que vous dites tous les trois. C'est que oui, c'est qu'il y a une rencontre humaine et vous sortez en vous disant bah ouais, en fait, elle était sympa ou il était sympa ce producteur. Et puis 6 mois après, il va se rappeler, il va avoir vu un film que vous avez fait et les choses vont se réimbriquer. Mais il n'y a pas de vraie recette, j'ai l'impression. Et du coup, quand même, je vais aller un peu à l'encontre de ce que vous disiez, Gilles et Frédéric, je suis désolée, mais allez, je sais, allez, envoyez vos scénarios aux producteurs dont vous aimez les films. C'est ce que disait Marc. Il a vu Populaire. Alors Populaire, peut-être ça n'avait rien à voir avec Divine en apparence, mais en fait, il a trouvé dans Populaire quelque chose dont il avait besoin pour Divine. Et peut-être vous pouvez du coup, même si vous avez écrit une comédie, l'envoyer à un producteur qui fait des films apparemment que des films très sérieux, parce qu'il y a quelque chose dans ces films-là qui vous touche, quoi. Tout ce qu'on fait tous ici, c'est des rencontres d'inconscients, quoi. Si on s'entend les uns avec les autres, c'est parce que nos inconscients se sont rencontrés et qu'il y a un territoire commun maintenant entre nous. Parce que d'une certaine manière, les histoires qu'on écrit et qu'ils produisent, elles nous touchent chacun à un endroit très intime. Et c'est ça qu'il faut trouver. En fait, c'est cette rencontre-là. Et moi, je ne crois pas que ça sert d'envoyer son scénario à plein de gens. Je crois qu'il faut, il faut ressentir un peu les choses. Voilà. C'était coproducteur. Ok, c'était sympa les gars. On le fera pas ensemble. On balance ma mort du truc. Vas-y, faut trouver un truc un peu plus humain quand même. Je sais pas, un scénario check. On va y réfléchir. Vas-y. Alors moi, je vais vous raconter une toute petite anecdote pour vous dire, et je pense que c'est le cas de beaucoup de producteurs. Sur le tournage de Belle et Sébastien, le premier, quand on a terminé le tournage, j'ai rejoint Fabrice Duvels qui réalisait Alléluia. D'accord ? Je suis arrivé sur le plateau, on partait d'un film avec 80 techniciens, avec beaucoup de monde, un enfant, un chien, quelque chose de très familial. Je suis arrivé sur le plateau et j'ai vu tous les techniciens en dehors du plateau. Bon, un producteur, généralement, il se pose des questions à ce moment-là. Il se dit qu'est-ce qui se passe ? Et Fabrice Duvels est venu me voir et m'a dit le comédien principal a pris un Viagra et j'attends que ça marche. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pourquoi on ferait qu'un certain type de film ? Moi, Un prophète, je le fais avec grand plaisir. Et puis Belle et Sébastien, avec grand plaisir. Je crois pas que ce soit... Je crois pas qu'on soit obligé. Pardon, j'ai calmé l'ambiance avec le Viagra, mais non, mais c'est. On essaye de chercher le lien. Non, mais c'est pour vous dire que c'est vrai que moi je suis passé d'un truc incroyable avec 80 techniciens, etc. Ils étaient 15, c'était très particulier, mais je me suis dit c'est ça qui est génial dans mon métier, c'est que justement je fais des choses différentes. Et moi j'aime voir les affiches des films au bureau, et quand je vois Made in France, et effectivement, et je vois encore une fois les Sébastien ou l'école buissonnière. Je me dis c'est génial. Moi je crois pas trop qu'il. Enfin là je rejoins pas ma collègue qui va plus me parler après. Mais non mais c'est des affinités. Là en revanche je pense que vous avez tous raison. Juliette avait raison, Laetitia, c'est-à-dire que
il y a des gens avec qui vous allez avoir envie de travailler, puis d'autres qui vont vous gonfler au bout d'une demi-heure, et vice-versa. Puis voilà, c'est déjà important, en fait, parce que ça va durer. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La semaine prochaine, c'est Cannes. Je me demandais, est-ce que vous y allez? Est-ce que si vous y allez, ce serait pour chercher quoi? De l'argent? Ou est-ce que vous êtes ouverte à des propositions? C'est pour boire et faire la fête. Danser et boire, en ce qui me concerne. Hein, mais voilà. Moi, je ne suis pas productrice. Cannes, donc là, ça fait, on va dire, 15 jours, 3 semaines qu'on parle à des gens au téléphone qui ont leur bureau, tous Paris intramuros, et qui vous disent on peut se voir à Cannes. Je dis en même temps, on est à 10 minutes en métro, donc peut-être on se voit avant, parce que voilà. Non. Cannes, après, évidemment, quand on a un financement étranger à lever, c'est génial parce qu'il y a tout le monde sur place au même endroit. Mais c'est vrai que sur les films franco-français, le côté on se voit à Cannes, je trouve ça très drôle. Systématiquement, il y a une période là très drôle de on se voit à Cannes. Voilà. Mais sinon, non, à blague à part, ce qui est pratique, c'est qu'on voit tout le monde au même moment, au même endroit, 10 fois dans la journée. Donc au bout d'un moment, on n'a plus rien à se dire, parce que voilà. Mais ça fait avancer les choses bizarrement quand même. Ça fait avancer les choses. Mais c'est ridicule. Enfin voilà. Quand t'es à Cannes, les gens te disent on se voit à Paris. Bien sûr, parce qu'on n'a pas du tout eu le temps de se voir à Cannes, donc on se voit à Paris. Mais après non, sinon on voit des films. Ça c'est génial. C'est le plus grand intérêt de Cannes pour moi. Non, j'ai rien à dire de plus. Mais je pense qu'en tout cas, si vous êtes un scénariste en recherche de producteurs, je pense que c'est tout sauf à Cannes qu'il faut aller le rencontrer. Je pense qu'il y a par exemple le festival des scénaristes qui permet pour le coup des rencontres à Valence, parce que c'est un festival où il y a des producteurs et des scénaristes. Voilà. Et puis on est là pour ça. Mais à Cannes, je pense que c'est le dernier endroit pour aller faire ce type de rencontre en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sabrina me montre son montre. Ça veut dire qu'il est temps de clore, une montre que tu n'as pas. Il est temps de clore cette discussion. Je vous propose du coup de monter à l'étage pour pouvoir discuter tous ensemble.